C'est donc l'heure de votre rendez-vous politique du dimanche sur LCI. En toute franchise, soyez les bienvenus. Notre invitée, Marine Tondelier, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes la secrétaire nationale du Parti Les Écologistes. À mes côtés pour vous interroger, Arlette Chabot, éditorialiste à LCI. Marcelo Vesfred, chef adjoint du service politique au Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonjour à tous les deux. Et en fin d'émission, eh bien, Bastien Auger viendra nous rejoindre pour vous poser ces questions du tac au tac. Alors, vous connaissez, Marine Tondelier, le principe de cette émission. Dans toute franchise, on va démarrer par le oui-non. On plante le décor en quelque sorte et ensuite on aura bien sûr le temps de développer tous ces thèmes jusqu'à 11h. Oui-non, est-ce que c'est légitime que Bernard Arnault donne son avis sur la taxe Zuckman ? Oui, mais on n'est pas obligé d'en tenir compte. Il est un peu concerné, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Vous nous direz tout ça. Le drapeau palestinien au fronton des mairies demain, oui ou non ? Double oui. Et puis l'alliance de gauche, insoumis, communistes, socialistes, écologistes, est-elle morte ? Non. Très bien. Eh ben, c'était pas très dur ce matin. Non, mais vous allez nous détailler. Il y a peut-être des choses à pointer du doigt, à regarder dans le détail. Donc Bernard Arnault, le patron de LVMH, qualifie dans la presse britannique Gabriel Zuckman de militant d'extrême gauche qui cherche à mettre à terre l'économie française. Vous dites quoi ce matin au patron de LVMH ? Je lui rappelle que déjà il était allé ventre à terre à l'investiture de Donald Trump. Donc tout ça est très logique finalement. Donald Trump pour lui est un centriste. Donc relativement, si Donald Trump pour lui est centriste, je veux bien comprendre qu'il voit Gabriel Zuckman comme quelqu'un d'extrême gauche. Ce qui est préoccupant, c'est la manière dont il qualifie dans la suite de sa déclaration, en disant d'ailleurs ces soi-disant compétences universitaires et tout cela est très relatif. C'est un processus bien connu qu'on appelle la fabrique du doute, c'est-à-dire quand il y a une idée comme ça qui émerge, qui commence à devenir populaire. Je rappelle quand même que la taxe Zuckman, 92% des électeurs macronistes sont pour. Et donc, je vois ça vraiment comme de la fébrilité de sa part. Je rappelle brièvement la taxe Zuckman qui consisterait à taxer à hauteur de 2% par an les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, ce qui représenterait environ peu de vos téléspectateurs. 1800 foyers fiscaux. Mais ça les concernerait avec ce qu'on pourrait faire avec l'argent. C'est 25 milliards par an de rendement au maximum. Et donc, nous, on propose de les réinjecter dans l'investissement pour la transition écologique. Mais ça veut dire de l'argent pour vous, pour isoler vos logements, pour changer de voiture. Et puis évidemment dans les services publics et une partie pour résorber la dette. Certains élus ce matin disent Bernard Arnault, il n'est pas patriote, il n'est pas solidaire avec la France, mais après tout, pourquoi il ne s'inquiéterait pas un petit peu de ce que va devenir la France ? Moi je suis une démocrate, tout le monde a le droit de donner son avis, même Bernard Arnault. Après, il faut bien comprendre d'où il parle. Bernard Arnault a une fortune qui est estimée à entre 150 et 200 milliards d'euros. Je donnais un chiffre il y a 2 ans, quand il avait déjà fait parler de lui, qui disait que si le jour de l'armistice, le 11 novembre 1918, quelqu'un avait gagné le gros lot à la loterie nationale, il a de la chance, mais avait regagné le gros lot tous les jours depuis jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il n'aurait toujours pas gagné autant que la fortune de Bernard Arnault. C'est pour que les gens se rendent bien compte de l'argent qu'il a. Et donc, qu'il ne soit pas d'accord pour être taxé plus, c'est son droit. Mais moi, je rappelle une chose simple. Vous, moi, tout le monde, en moyenne dans ce pays, on paye 50% en moyenne de prélèvements obligatoires. C'est-à-dire les impôts sur le revenu, la TVA, les cotisations diverses. 50%. Les ultra riches, les 500 plus riches de ce pays, payent en moyenne 27% de prélèvements obligatoires. C'est-à-dire que relativement à vous et moi, sauf si vous êtes ultra riche, et je ne le sais pas, mais je crois que non. Relativement à vous et moi et à tous nos téléspectateurs aujourd'hui, ils payent moins de prélèvements obligatoires. Ça n'est pas logique. Et on voit bien que le pacte social de ce pays est en train de s'effondrer. Pourquoi ? Parce que depuis 30 ans, les plus riches de ce pays ont vu, donc si là je prends les 500 plus riches de ce pays, en 30 ans, ils ont vu leur fortune multipliée par 14. Les 10 plus riches par 24. C'est énorme. C'est énorme. Alors, si tout le monde était devenu plus riche et qu'on décidait que c'est pas grave les limites planétaires, pourquoi pas ? Sauf que les limites planétaires existent et que dans le même temps, la pauvreté n'a jamais été aussi élevée. On est à 9,8 millions de pauvres. Jamais, depuis 30 ans, on avait eu ce niveau de pauvreté. L'entrepreneur, c'est juste indécent. comme l'écrit François Langlais ce matin dans le journal Aujourd'hui en France, Le Parisien, est-ce que c'est pas assommer l'entreprise ? Ces personnes ont un patrimoine qui leur rapporte 10% par an. En moyenne, on leur demande d'en verser 2% les. C'est-à-dire qu'ils vont continuer
de s'enrichir, hein, ne vous inquiétez pas pour eux. Et surtout, ce que je trouve formidable dans ce pays, c'est que ça doit être bien d'être ultra riche, parce que déjà, vous êtes très très riche, mais en plus, vous trouvez toujours des éditorialistes pour aller pleurer dans les chaumières sur votre compte. Ces mêmes éditorialistes, je les ai pas entendus beaucoup pleurer quand on a décidé d'enlever 5 € d'appel par mois à ceux qui ont l'aide logement. Je les ai pas entendus dire comment vont réagir les bénéficiaires de l'aide au logement, vont-ils s'en sortir? Personne. Quand on a réformé de manière ultra cynique l'assurance chômage, je ne les ai pas entendus dire mais les chômeurs sont-ils d'accord? Quel est leur avis? Donnons-leur la parole. Jamais. On va continuer à en parler. Il y a ça s'appelle un deux poids deux mesures. C'est assez fréquent dans des PME. Arlette Chabot. Marine Tondelier, le problème de la taxe Zuckman, c'est qu'effectivement, dans le patrimoine, il y a les biens professionnels. Si on revient à l'impôt sur les grandes fortunes de la gauche en 82, on avait sorti parce qu'il y avait un problème économique. Donc il y a Bernard Arnault qui s'inquiète et il y a aussi effectivement les patrons de la tech. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils n'ont pas de liquidité. Donc, sur leur demande de payer des impôts, ils devront vendre les actions de leur entreprise. Donc, vous écoutez quand même cette interpellation, c'est un véritable argument. Le patrimoine, les biens professionnels, les conséquences, en particulier pour ces entreprises françaises de la tech. Alors, je vous réponds en 2 éléments. Le premier élément, j'entends maintenant les personnes qui étaient pour la suppression de l'impôt sur la grande fortune, maintenant nous dire c'était quand même bien l'impôt sur les grandes fortunes et si on pouvait le remettre. Mais je vais vous dire, si on commençait déjà par le remettre, j'en serais fort aise. Donc je vois que dans la vie que tout est relatif et que maintenant que la taxe Zuckman devient très populaire, les gens disent non mais remettons l'impôt sur les grandes fortunes, c'était très très bien. Vous voyez comme le débat public est intéressant dans sa manière d'évoluer. Donc si on remet l'impôt sur les grandes fortunes, parfait. Nous on a toujours demandé par ailleurs qu'il ait une composante climatique. C'est-à-dire que déjà ils servent à la transition écolo, à la financer, mais aussi que selon que votre patrimoine serve grosso modo à investir dans le pétrole, dans les trucs hyper climaticides ou à faire des choses bien, vous ayez une taxation différenciée. Donc si on fait ça, ça nous va très bien les écolos. On peut sortir aussi tous les biens professionnels. Alors, et sur la deuxième partie de votre question, il est vrai que la fortune des 1800 personnes en France qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine qui seraient concernées par la taxe Zuckman n'est pas composée de la même manière. Je vais vous dire, à Bercy, c'est quand même des spécialistes, ils ont largement les moyens de prendre en compte, c'était l'histoire pour l'impôt sur les grandes fortunes de la veuve de l'île de Ré qui avait une grande fortune parce que c'était des terres agricoles qui valaient beaucoup d'argent. On a trouvé des solutions, on peut toujours trouver des solutions. On n'est pas un grand monstre froid qui va appliquer de manière linéaire s'il y a des gens pour qui c'est exorbitant et ça ne marche pas. On peut regarder dans le détail. Mais moi, j'ai entendu des gens de la tech dire ah bah, moi, j'ai investi dans la crypto-monnaie, je ne peux pas revendre comme ça autant de parts. Il n'y a pas de problème, j'entends. J'ai aussi entendu des entrepreneurs de la tech dire mais moi, je suis concerné et je pense que je dois le payer. Donc, vous voyez, c'est un débat politique qui est sur la table. Mais pas d'être obligés de vendre leurs actions, les actions de leurs entreprises. On pourra trouver des solutions. J'ai entendu sur le même plateau d'LCI, j'étais assise là et lui il était assis là, un entrepreneur dire on pourrait leur proposer, plutôt de donner à l'État, de verser à d'autres entreprises. Les actions à l'État, il y a plein de choses qu'on peut inventer. Ça veut dire que ce ne sera pas la taxe Zuckman telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Madame Chabot, la modifier. Je fais de la politique depuis 15 ans, vous la suivez depuis beaucoup plus longtemps que moi, donc vous allez me donner votre avis. Quand on est en train de discuter, non plus de est-ce que c'est une bonne idée ou pas, non plus de est-ce qu'on va le faire ou pas, mais des détails de la mise en œuvre, je me dis qu'on a déjà bien gagné la bataille culturelle et que l'arrivée du combat est proche. Justement, Marine Tondelier, ce sujet, il est forcément sur la table du Premier ministre, de Sébastien Lecornu. Question de Marcelo Westphred. Vous avez rencontré le nouveau Premier ministre mercredi. Vous étiez arrivé en disant que sa nomination était illégitime, je me souviens, et puis vous êtes sorti du rendez-vous. Je pense toujours, je vous rassure. Vous êtes sorti du rendez-vous en disant que c'est un fin politique. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est capable de bouger et d'ouvrir quelques portes qui peuvent être intéressantes pour vous? Alors l'un n'empêche pas l'autre, parce que pour être nommé contre le vote des Français, il faut être un fin politicien pour manœuvrer comme ça. Ce que j'ai trouvé dans ce rendez-vous, mais je m'y attendais parce que je l'avais déjà eu au téléphone, c'est que ça tranchait dans le style avec François Bayrou. Parce que François Bayrou, je ne veux pas être désobligeante, mais être dans son bureau pendant 1 heure ou 2 heures, c'était malaise TV, vraiment. Et tous ceux qui se sont trouvés dans ma situation l'ont dit. C'était préoccupant, vraiment, c'était inquiétant. C'est-à-dire, attendez, malaise TV. Je sais pas, par exemple, quand la première fois qu'on le voit, il revient. Mais à l'heure près, en jet privé de son conseil municipal désastreux à Pau, si vous vous rappelez bien. Et donc, il est un peu, je vais dire, il est jet lag, sauf qu'il n'y a pas de décalage horaire, mais bon, il s'est un peu pris la polémique, et voilà. Il est seul dans Matignon. Les seules personnes qui sont là, c'est des huissiers, il n'a pas de collaborateurs. Il a son portable qui sonne, qui vibre et qui fait de la lumière en même temps. Pendant un rendez-vous, il décroche, il dit des choses, je ne le raconterai pas pour la sécurité nationale, mais franchement, il n'aurait jamais dû avoir cette conversation devant nous, surtout devant les écolos, vu ce qu'il racontait sur Mayotte. Puis, on finit par essayer de lui poser une question sur l'écologie, et là, il se met
met à taper du poing sur la table en disant « J'ai fait des pistes cyclables à Pau !» Et on lui disait « C'est très bien, mais nous on parlait de ce que vous allez faire comme Premier ministre pour la France. Et j'ai fait un réseau de chaleur et vous n'étiez pas né !» Ah bah c'est très bien. Enfin c'était franchement, on sortait, pour tout vous dire, on a eu un fou rire nerveux dans l'escalier, pas un fou rire où on rigolait, on était, mais on devait se remettre de ce qu'on avait vécu pendant une heure. Vous dites Sébastien Lecornu, enfin un Premier ministre. Bah non, parce qu'il y en avait eu d'autres avant. Oui, mais il y a quand même eu 7 premiers ministres de droite pour un président qui était ni de droite ni de gauche. Par rapport à son prédécesseur, on les a tous rencontrés. Et lui, voilà, il est pro, il écoute. Il vous dit un peu ce qu'il a envie d'entendre. Nous ne sommes pas dupes, mais on dit c'est déjà bien plutôt que nous insulter, dire qu'on n'était pas nés quand il faisait des pistes cyclables et faire semblant de ne pas comprendre les questions. Donc voilà, on prend acte qu'on a un professionnel en face de nous. Sur le fond, il n'en demeure pas moins qu'il ne devrait pas être là. Et par ailleurs, il sera jugé sur ses actes, pas sur ce que je pense de lui et ce que je dis aujourd'hui sur ce plateau. Je rappelle quand même que son prédécesseur, mon ami François Bayrou, comme vous le constatez, après nous avoir parlé de ces pistes cyclables à Pau, a enchaîné 43 reculs environnementaux majeurs sur l'espace de quelques mois. Et donc, ça par exemple, monsieur Lecornu, quand je lui pose la question au téléphone, il me dit oui, non, mais moi je pense qu'il ne fallait pas du tout faire ça. Bon, okay. Il le dit à moi, je ne sais pas s'il dit la même chose à Bruno Retailleau. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va mettre sur la table. Il dit qu'il n'était pas d'accord. Il a été d'ailleurs secrétaire d'État sous Nicolas Hulot sur les sujets énergétiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va faire. La 69, stop ou encore les impôts, s'il fait une demi ou un quart ou un dixième de taxe Zuckman, il affecte l'argent à quoi? Est-ce qu'il remet l'argent sur MaPrimeRénov'? Parce que tout l'argent qu'ils ont coupé pour l'écologie, c'était des aides directes aux Français, qui leur permettaient de payer des isolations de logement, des changements de voiture, mais qui leur permettaient, après, de faire des économies tous les mois, en carburant, en chauffage. Et moi, j'attends de voir ce qu'il va faire. Et pour l'instant, je n'ai rien compris. C'était flou. Mais c'est normal. Je ne juge pas le fait que c'était flou au premier rendez-vous. Il est en train de discuter avec le socle commun. Et je crois qu'avec les Républicains, ils sont très durs en affaires. Plus il doit faire un gouvernement avec eux. Donc, OK. Et donc, je respecte le fait qu'au lieu de nous dire n'importe quoi qu'il ne va pas faire, il commence par nous dire j'ai besoin de finir les discussions avec le socle commun. Est-ce qu'il vous a avancé un chiffre? 35 milliards 44 milliards d'économies? Rien n'a été annoncé. Alors, sur les 44 milliards d'économies, je suis quelqu'un de constructif, vous voyez, je vais vous dire du bien de Sébastien Lecornu. J'ai apprécié qu'il nous dise que sa méthode n'aurait rien à voir, je ne parle pas des actes à la fin, mais que sur sa méthode, ça n'aurait rien à voir avec François Bayrou. Je pense que M. Lecornu se rappelle bien qu'il aurait dû être Premier ministre à sa place dans l'esprit du président de la République si M. Bayrou s'était pas roulé sur la moquette. Et donc ça devait être très très long pour lui pendant des mois de voir François Bayrou se viander et lui dire ah bah moi j'aurais pas fait comme ça, mais d'être sur le banc de touche. Donc je pense qu'il a eu beaucoup le temps de réfléchir à ça et lui il nous a tout de suite dit commencer le débat national sur je donne un chiffre, c'est 44 milliards d'euros, c'est la plus mauvaise méthode. Parce qu'en fait, vous dites qu'il faut faire 44 milliards d'économies, mais dedans, il y a des dépenses que vous augmentez, il y a des recettes que vous baissez, il y a des choses que vous compensez, on mélange plein de choses. Donc c'est un chiffre qui finalement ne veut pas dire grand-chose. Et au lieu de discuter d'abord de on doit faire ça, 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 et ça nous fait ça comme résultat, commencer par l'objectif, lui il dit moi j'aurais pas fait ça. Surtout, et nous sommes d'accord avec lui sur ce point, si on doit faire des économies, ça nécite des réformes structurelles. Et quand M. Bayrou dit on va faire une année blanche, alors quand vous faites une année blanche, tout le monde en prend un peu parce que rien n'augmente, donc tout le monde souffre, mais vous n'avez rien changé. Parce que si on voit bien que pour résorber la dette, enfin en tout cas pour l'atténuer, c'est pas une année d'effort qu'il faut. C'est tous les ans, il va falloir faire des efforts, trouver des recettes, baisser des dépenses, etc. Et donc quand vous dites je fais une année blanche, vous faites quoi la deuxième année? Une deuxième année blanche? Vous faites 10 ans d'année blanche? Vous augmentez pas les fonctionnaires, pas les minima sociaux, vous faites hibernatus pendant 10 ans. Bon, c'est la technique de M. Bayrou. M. Lecornu a compris que ça n'allait pas marcher. Enfin, même s'il n'a pas effectivement mis ses propositions sur la table, vous pensez qu'il doit le faire très vite maintenant? Première question, et j'en ajoute une autre. Au fond, est-ce que vous pensez que s'il bouge, vous pouvez quand même avoir des petits points d'accord ou en tout cas trouver des compromis? Est-ce que vous acceptez le mot de compromis sur certains points? C'est pas un gros mot. Bah, nous, on en fait déjà un gros de compromis. C'est qu'on devrait être de son côté de la table et lui en train de nous écouter pour trouver des compromis. Donc c'est un énorme compromis, Madame Chabot. Convenez-en. Ensuite, il est Premier ministre. Donc c'est à lui maintenant de nous faire des propositions. Il a attendu sur plusieurs sujets. On a entendu parler de la taxe Zuckman ce matin. Bon, il nous explique, peut-être on sort les biens pro, peut-être ci, peut-être ça. Moi, j'étais dans le bureau de M. Lombard et de Mme Montchalin à Bercy en début d'année. Et nous avait fait exactement cette proposition. On va faire un impôt sur les plus riches, il n'y aura pas les biens pro, ça rapportera à peu près 2 à 3 milliards d'euros. Donc ils nous l'avaient promis, ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire que là, si l'atterrissage de la taxe Zuckman, c'est le truc qu'on nous avait promis en janvier et qu'ils n'ont pas fait, ça va être décevant. Ensuite, il y a les retraites. Retraites, sujet très illégitime.
pas voté démocratiquement, légitimement à l'Assemblée nationale, des millions de manifestants dans la rue qu'on n'a pas écoutés, ça c'est un deuxième sujet. Que propose-t-il là-dessus? Troisième sujet, les reculs environnementaux, ou plutôt les avancées qu'on devrait faire. Troisième sujet. Quatrième sujet, le Mercosur. La FNSEA, regardez, je vais être d'accord avec la FNSEA, profitez-en. C'est historique, oui. Mais pas tant que ça, parce que sur les protections des terres agricoles contre l'artificialisation, sur les revenus des agriculteurs, sur le local dans les cantines, on est d'accord avec eux. Sur le Mercosur, ça fait des décennies que nous, on défend les agriculteurs dans ce pays, les écologistes, contre les traités de libre-échange. Monsieur Macron, il y a quelques mois, était prêt à s'allonger sur les rails, disait-il, pour faire dérailler le Mercosur. Moi vivant, moi président, ça ne passera pas. Résultat, ils se sont couchés comme jamais ils se sont couchés, et ce traité est en train de passer, inquiétant fortement les agriculteurs. Nous, si on avait été nommé au gouvernement, je parle de moi ou des socialistes, enfin de nos partenaires, on n'aurait pas signé ce traité, on l'aurait fait savoir très fortement. Sauf qu'il y a un accord, c'est l'Union européenne qui a discuté, et il faut qu'on trouve des partenaires pour bloquer, parenthèse sur le Mercosur. L'Union européenne, Madame Chabot, c'est nous. C'est-à-dire que si la France décide de s'opposer forcément et de monter au cocotier et d'en faire un point dur, alors nous entraînons des pays derrière nous, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des agriculteurs. Donc le Mercosur, c'est un sujet extrêmement intéressant. Autre sujet sur lequel on attend des réponses de M. Lecornu, le 49.3. Puisque nous, si nous avions été nommés, nous aurions refusé de l'utiliser. Lui, il nous répond, moi je ne compte pas l'utiliser. Ouais. Mais alors, il nous fait un truc très très long. À la fin, je me rappelle, je lui dis, mais monsieur Lecornu, ce que vous nous expliquez, c'est que vous n'allez pas utiliser le 49.3, sauf si vous en avez besoin, c'est ça? Et il fait un petit sourire en disant, oui, bon... Oui, c'est ça. Donc, je dis, bon, ça ne s'appelle pas un compromis. Et dernier sujet, parce qu'on en parle peu à la télé, il y a un vrai sujet sur l'intelligence artificielle en ce moment et ce qu'il implique sur les droits d'auteur. Je suis allée rencontrer la SACEM, je les revois cette semaine. David Corman, par exemple, travaille beaucoup là-dessus au Parlement européen. Et dans le bureau de M. Lecornu, on lui a dit, c'est un sujet majeur, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, pour faire des vidéos, des chansons, etc., moissonne tout l'existant. Le groupe le plus écouté aujourd'hui sur Spotify est un groupe d'intelligence artificielle. Sauf qu'il génère des revenus, mais comment on paye ceux qui ont inspiré cette chanson, on ne sait même pas qui c'est. Et donc c'est un vrai sujet fondamental qui va se jouer là au niveau européen et national. Et donc on a dit à M. Lecornu qu'on avait besoin d'une ministre de la Culture à temps plein, si vous voyez ce que je veux dire. Là, vous avez posé qui soit pas candidate à la mairie de Paris. Vos sujets, vos bases. Et donc ça, c'est mes sujets, et c'est là-dessus qu'on attend des réponses. Vous attendez vos réponses, justement. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Quand on vous entend, on se dit, si c'est cohérent, vous n'allez pas le censurer dès qu'il arrive au Parlement, Sébastien Lecornu et son gouvernement. Ça dépend de son discours. Puis il y a un dernier point dont on n'a pas encore parlé. Ce point s'appelle Bruno Retailleau. Parce que sur les valeurs, vous voyez... C'est une question de principe. Enfin, on ne peut pas valider la manière dont M. Retailleau gère le ministère de l'Intérieur. Vous dites comme Jean-Luc Mélenchon, Retailleau est une provocation ambulante? Moi, j'ai dit déjà, au moment où M. Bayrou a été nommé, j'ai le mérite de la constance, que M. Retailleau était un motif de censure à lui tout seul. Parce que s'il accepte le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas juste une question de personne, c'est une question de ligne politique. Et donc, vous voyez, moi je l'ai dit à M. Lecornu, je commence à voir vos intentions, même si je ne vois pas trop comment vous arrivez à résoudre l'équation. On lui a dit ça en toute transparence. J'ai le mérite de dire la même chose dans les bureaux des premiers ministres et sur les plateaux. Mais je lui ai dit, à partir du moment où vous commencez à discuter avec le socle commun, enfin je comprends, c'est pour ça que vous avez été nommé. Si c'était pour changer de cap, ce ne serait pas M. Lecornu Premier ministre. Donc il est nommé, il doit aller solidifier le socle commun. Et vous imaginez bien que quand dans son bureau il a Bruno Retailleau, M. Retailleau demande un certain nombre d'exigences qui vont aller frontalement avec les valeurs que je porte. Je ne parle pas juste de mesures de désaccord politique, je parle de heurter mes valeurs. Donc vous le un Premier ministre qui parle de français de papier, la question, elle est là, vous qui fait la chasse aux musulmans, qui fait la chasse au drapeau palestinien. Enfin, un moment. Marine Tondelier, vous le censurez quand, Sébastien Lecornu, au final? Tout de suite, là? Nous, on attend son discours de politique générale. Normalement, un Premier ministre fait son discours de politique générale et engage la confiance de ce gouvernement. C'est comme ça que ça marche. Plusieurs gouvernements de suite ne le font plus, sauf François Bayrou qui décide à la rentrée de faire tout d'un coup. On n'a pas compris ni ce qu'il voulait faire, ni à quel moment il avait cru que ça allait marcher. Donc nous, on lui a dit, si vous engagez la confiance de votre gouvernement, derrière, ça règle le problème. Puis après, vous pouvez gouverner si vous êtes encore là. Il dit, oui, mais est-ce que ça va passer? Oui, mais on n'engage pas la confiance que quand on est sûr que ça passe. Donc c'est là tout le nœud du sujet. On en a beaucoup discuté avec lui. C'est pas par plaisir qu'on veut le censurer. C'est juste que s'il nous demande, est-ce que vous avez confiance en moi ou est-ce que vous voulez me censurer, vous avez déjà la réponse, surtout s'il y a Bruno Retailleau dans son gouvernement et les autres. Quand on vous écoute la liste des exigences, il y a d'un côté un Premier ministre qui a des intentions, qui doit préciser. En face, il y a une liste de demandes, même si on dit plus ligne rouge parce que c'est des mots
accommodé. Mais au bout du compte, des lignes vertes. Ni ligne verte. Au bout du compte, aujourd'hui, c'est la censure. Le plus probable, selon vous. Oui, c'est toujours la même chose. Oui, mais j'ai jamais caché ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on nomme un Premier ministre, alors qu'on devrait être en cohabitation et que pour la 3e fois, on nomme un Premier ministre qui est pile de la couleur politique d'Emmanuel Macron, oui, on a un problème. Et je vais vous dire, ils auraient dû nous laisser nous y coller. Est-ce que ça aurait été simple, confortable? Évidemment, non. Mais vous voyez les manifestations qu'on a eues cette semaine. On va y revenir. Si on avait été nommé Olivier Faure ou n'importe lequel d'entre nous, ça aurait été des manifestations d'élan, d'espoir, d'enthousiasme. On aurait essayé d'écrire autre chose. Justement, vous parlez d'Olivier Faure, le patron du Parti socialiste. Il ne dit pas censure tout de suite. Est-ce que vous sentez une trahison? Est-ce que même Madame Chabot dit oui. Ah, moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit ça. Bronche pas. Non. Il n'est pas dans le truc tout de suite. Et moi, j'ai entendu Patrick Caner hier, qui était la fête, je crois, de la fédération, la fête de la Rose, la fédération du Parti socialiste parisien. Et je l'ai entendu dire que, en l'état actuel, il n'avait aucune raison de ne pas censurer ce gouvernement tout de suite. Tout le monde est raccord. Il n'y a pas de trahison au sein des partis de gauche. Ça va. Je dirais pas l'histoire est finie. Je dirais la balle est dans le camp du Premier ministre. C'est d'ailleurs exactement pour ça qu'il a été nommé. Et vous pouvez pas nous demander à nous, qui avons vu Matignon nous échapper pour la 3e fois de suite, alors que nous sommes arrivés en tête des élections, nous dire débrouillez-vous. C'est à lui de se débrouiller. Je vous ai donné une liste de sujets sur lesquels nous l'attendons. Madame Tondelier, vous avez beaucoup d'expérience. Vous pensez bien qu'une chose, c'est les déclarations, et une autre chose, il y a sans doute en ce moment des discussions, des tractations officieuses entre Sébastien Lecornu, pour faire vite, et le Parti socialiste et la direction du Parti socialiste. Vous n'êtes pas naïf quand même. Ça peut exister, ça. Vous me dites ça comme si j'étais étrangère à ce milieu. Je discute avec Olivier Faure à peu près tous les jours. Comme je discute avec mes partenaires politiques tous les jours. Est-ce qu'il y a un double jeu pour vous du Parti socialiste? Non, parce que je crois que ce qui s'est passé au début d'année, et pour tout vous dire, qui m'a heurté. Moi, je n'ai pas compris qu'on ne censure pas. Enfin, nous l'avons censuré, mais j'ai pas compris que le Parti socialiste ne censure pas ce gouvernement. La manière dont je me le suis expliqué, c'est que nous étions en mars, que nous n'avions toujours pas de budget, que c'était quand même assez anxiogène, et que je pense qu'il y avait beaucoup de coups de téléphone d'élus locaux et d'associatifs qui disaient: nous, on a besoin de savoir. On est en mars, on devrait avoir un budget depuis 3 mois. On est bloqué. Moi, en tant que conseillère régionale des Hauts-de-France, on avait reporté 2 fois le vote du budget. Enfin, il y avait une forme d'anxiété générale. Et donc, ils disaient, voilà, nous, on ne veut pas bloquer ce pays. Mais là, on est en octobre. On a encore 3 mois pour faire le budget. Donc cette excuse-là n'existe pas en réalité. Marie Tondelier, vous parliez des manifestations de la semaine dernière. On revient dans un instant sur justement la rencontre prévue entre Sébastien Lecornu et les syndicats. Ce sera mercredi. Est-ce qu'ils peuvent obtenir quelque chose? Est-ce que Sébastien Lecornu veut apaiser la situation? Marine Tondelier, l'invitée dans toute franchise dans un instant. Et vous êtes bien sûr en toute franchise sur LCI. Jusqu'à 11h, notre invitée toujours Marine Tondelier, secrétaire nationale Les Écologistes. On parlait juste avant la pause publicitaire de la rencontre entre Sébastien Lecornu et les syndicats. Ce sera mercredi à 10h. Ces organisations, elles avaient lancé un ultimatum au Premier ministre. Elles menaçaient d'organiser une nouvelle manifestation si Matignon n'entendait pas leurs revendications. Ce matin, on peut se dire, message reçu 5 sur 5. Il est probable qu'elle ait lieu quand même, la manifestation, sans vouloir vous contrarier. Sans savoir ce qui peut sortir, à votre avis, manifestation obligatoire? Je vous rappelle que M. Lecornu est en discussion avec les Républicains pour constituer un gouvernement. Et je pense que ce que va lui demander les Républicains pour intégrer le gouvernement, pas juste sur des postes, mais sur ce qu'ils vont faire à ces postes, qu'ils vont mener comme politique, à mon avis, ça va dans le sens contraire de ce que demandent les syndicats, tous les syndicats un par un, ainsi que l'ensemble des partis de gauche et écologistes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous dis, c'est pas contre M. Lecornu, j'ai rien de personnel contre lui, mais son équation me paraît assez insoluble. Donc en fait, la réunion de mercredi sert à rien? Si, elle met la balle dans le camp du Premier ministre, tout comme s'il veut nous voir une deuxième fois, on attend des signaux forts. À lui de jouer, ça s'appelle un rapport de force. Alors, et la rue est avec nous. Sauf que dans le détail, quand on regarde les positions des syndicats, il y en a, la CGT, c'est très dur, abrogation de la réforme des retraites. La CFDT, une suspension lui irait avec quelques aménagements. On voit bien qu'en réalité, c'est quand même difficile de toper avec des syndicats qui, en fait, quand on rentre dans le détail, sont pas d'accord sur attendez, heureusement qu'ils ne sont pas entièrement d'accord, ce sont des syndicats différents. Tout comme des fois vous me dites, ah mais le PS dit ça et la France Insoumise dit ça, bah oui, on est des partis différents. Ça peut pas être juste un front, sauf que un barrage, ne faites pas semblant de voir que pour la première fois depuis la réforme des retraites, il y a une intersyndicale. C'est-à-dire qu'il y a leur position individuelle et se sont mis d'accord sur des priorités collectives. Et je trouve ça très important. Et donc, M. Lecornu, s'il s'aligne que sur le PS et la CFDT, bah, il emporte pas tout le monde. S'il veut faire des gestes forts, alors là, il s'adressera à tout le monde. Arlette Chabot. Mais est-ce qu'au fond, la position des syndicats va conditionner un peu votre position à vous, c'est-à-dire la gauche? C'est pas que ça conditionne, c'est qu'en réalité... Ça pèse. En réalité, nous sommes très alignés.
Ouais. Nous sommes très alignés. Nous avons, avec le Parti communiste, avec le Parti socialiste, avec Génération S, l'Après, Debout, avec Génération Écologie aussi, le parti de Delphine Batho, nous avons auditionné ces syndicats un par un. Et on voit qu'on est très alignés sur les priorités, sur ce qu'on attend de M. Lecornu. Donc il y a un front assez uni, syndical et politique, chacun à son poste, avec des manifestations auxquelles on participe ensemble dans la rue. M. Lecornu est quand même un peu cerné. Et donc c'est le moment où, encore une fois, la balle est dans son camp. On attend avec impatience ce qu'il va nous répondre. Il est en train d'écrire sa réponse avec Bruno Retailleau. On lui souhaite un bon week-end. Très bien, vous aviez parlé de censure, mais la suite, c'est dissolution, démission, destitution d'Emmanuel Macron ? Alors, sur la dissolution, je commence par là. Pour moi, c'est pas ça la priorité. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ce qui est légitime, c'est pas l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est très légitime. Elle a été élue il y a un peu plus d'un an, c'est pas beaucoup, avec un taux de participation record depuis 1981. Donc cette Assemblée nationale, qu'elle soit un peu éclatée en 3 blocs, c'est la vie, c'est le résultat du vote des Français, mais elle n'est pas illégitime. Ce qui est illégitime, c'est le gouvernement. Et donc je veux bien qu'on dise, on veut tellement garder nos copains au pouvoir qu'on va dire redissoudre l'Assemblée, mais ça ne nous donnera pas plus en budget. Pas pour la dissolution, vous. L'urgence, c'est d'avoir un budget. Ouais. Donc dissolution ne donnera pas plus en budget. Ensuite, démission assez peu probable quand même. Enfin, je commence tous à connaître l'animal Emmanuel Macron. Je ne pense pas qu'il soit parti pour démissionner. Et donc, à force de s'obstiner depuis 8 ans à ne pas changer de cap, alors qu'on arrive à 9,8 millions de pauvres dans ce pays, un record depuis 30 ans. Et c'est pas juste des chiffres derrière, c'est par exemple 42% des Français qui gagnent le SMIC ou moins disent se priver d'au moins un repas par jour. Je ne sais pas si vous imaginez, dans un pays comme la France, 42% des gens qui travaillent, qui gagnent le SMIC ou moins, pour certains aux minima sociaux, se privent d'au moins un repas par jour pour des raisons financières. On a 57% des Français qui connaissent quelqu'un dans leur entourage proche qui vit dans la pauvreté. On arrive à un niveau indécent. Et M. Macron, même M. Pisani-Ferry, vous savez, l'économiste qui avait fait le programme d'Emmanuel Macron en 2017, dit aujourd'hui, écoutez, il a fait le pari de la politique de l'offre. Ça aurait pu marcher, mais ça n'a pas marché et il faut en tirer les conséquences. Tout le monde lui dit, il ne veut pas le voir et donc à force de s'entêter politiquement et dans les gens qu'il nomme à Matignon qui ne représentent pas le vote des Français, oui, la question de la destitution finit par se poser. Oui, parce qu'on a été étonnés, peut-être ou surpris que la proposition de motion de destitution déposée par la France Insoumise en version 2, beaucoup de députés écologistes l'ont signée. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout simplement, ils avaient une liberté totale, ou est-ce que vous, au fond, vous partagez le sentiment de ceux qui ont signé cette proposition de la France Insoumise ? Alors, je vais vous le dire en totale transparence, c'est comme ça qu'on fonctionne chez les écologistes. J'étais le mardi matin, c'est très rarement le cas, mais j'avais été invitée avec les sénateurs à la réunion de groupe des députés, où ce sujet a été abordé. Ce matin-là, M. Lecornu n'est pas encore Premier ministre. On se dit d'ailleurs, peut-être qu'il y a encore un petit espoir que l'un d'entre nous soit nommé au sens large du NFP. Et il y a à la sortie de la réunion, je pense, 3 ou 4 députés qui signent la motion de destitution, qu'ils disent, c'est tout ça est transparent, l'écologie c'est pas une caserne, il y a des avis différents, les gens doivent pouvoir le suivre. Et puis, le soir même, M. Lecornu est nommé Premier ministre. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient on ne signe pas parce qu'on veut lui laisser encore une chance à M. Macron de nommer quelqu'un du NFP, une dernière fois. Il nomme M. Lecornu et il y a, je crois que c'est 22 en tout qui signent. Ouais. Donc il y en a plus d'une quinzaine qui rappellent la France Insoumise en disant en fait, vu ce qu'il vient de faire ce soir, on est tellement en colère que là, on va la signer, votre motion. Et vous l'auriez signé, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas des députés écolos qui intriguent pour faire une crise démocratique. Non, c'est les actes du président de la République qui causent le fait qu'on arrive à des situations qui peuvent paraître... Enfin, si on se mettait 10 ans en arrière, 22 députés écolos qui signent une motion de destitution du président, on se serait dit, mais ils ont fait quoi en 2025 ? Comment ils en sont arrivés là ? Si vous aviez été député, vous auriez signé, vous aussi ? Il est probable que oui. Non. Donc en toute transparence, en toute franchise, Marine Tondelier, le nom de l'émission, on en vient au sujet qui, j'allais dire, anime, passionne, presque hystérise en ce moment, la France, le drapeau palestinien au fronton des mairies. Au début de l'émission, vous me disiez, s'il fallait le faire, vous me disiez double oui. Est-ce que c'est une idée judicieuse qu'a faite Olivier Faure ? Alors, j'adore la manière dont le débat public s'organise dans le pays parce que ça devient la proposition d'Olivier Faure, alors que les mairies écologistes l'ont fait depuis plusieurs mois. Je pense notamment à la mairie de Besançon où Anne Vigneault-Lamerre a hissé un drapeau palestinien avec une petite cérémonie en juin et où la préfecture a déployé des trésors de procédures pour lui faire retirer jusqu'au tribunal administratif. C'est ça aujourd'hui les choses. Vous mettez un drapeau ukrainien, il n'y a pas de problème. Drapeau israélien, il n'y a pas eu de problème après le 7 octobre. Et puis, par contre, un drapeau palestinien, c'est pas possible.
on pouvait se dire que c'est parce que la France ne reconnaissait pas encore la Palestine comme État officiellement. Ça va être le cas le 22. Et je m'en réjouis. Je vais vous dire, depuis 2014, l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux chambres de ce pays, les deux représentants du peuple, ont voté la reconnaissance de l'État palestinien. Et donc, le fait que M. Macron l'entérine, ça arrive bien tard, à un moment où beaucoup de vies ont été volées, où l'emprise territoriale de cet État est en train de se réduire, parce que on parle beaucoup de la bande de Gaza. Ce qui se passe est atroce. Il y a 50 000 enfants qui, en ce moment, juste à Gaza-Ville, sont en train de crever de faim. C'est l'UNICEF qui le dit, qu'ils ont besoin de traitement pour la malnutrition aiguë. Et puis de l'autre côté, en Cisjordanie, ils avancent la colonisation comme jamais ils ne l'ont fait pour empêcher. En fait, ils veulent couper la Cisjordanie en deux avec des colonies. Et donc des Israéliens qui vont, avec beaucoup d'armes et de soutien de l'armée, s'implanter là-bas pour qu'en fait l'État de Palestine soit reconnu mais ne puisse plus exister officiellement. C'est ça qui se passe. Et c'est bien plus important qu'une polémique en France sur les drapeaux. Je veux toujours remettre le vrai sujet, c'est ça. Et donc sur l'histoire des drapeaux, je vais vous dire, moi à un moment j'en ai marre qu'on parle de ça toute la journée. Parce qu'un drapeau palestinien sur la façade d'une mairie, ça n'a jamais tué personne, jamais. Alors que l'armée israélienne, oui, tue tous les jours à Gaza, et c'est ça qui devait nous préoccuper. Au-delà des symboles, au-delà de la polémique, est-ce que, l'émission s'appelle En toute franchise, vous dites bravo Emmanuel Macron, parce que pour une fois, je suis d'accord avec votre décision, il a quand même, donc il va à la tribune de l'ONU reconnaître l'État de Palestine, et derrière il a quand même entraîné une dizaine de pays, et pas des moindres, comme le Canada et le Royaume-Uni. Oui, mais je n'ai pas de problème à le dire. Je l'ai même tweeté le jour où il a fait son annonce, que je le remerciais là-dessus, même si ça arrivait bien tard. Parce que, vous savez, nous, on le demande depuis des années, voire des décennies, que ça a été adopté en 2014 à l'Assemblée nationale et au Sénat, et que finalement, je finissais par dire, parce que ça devait être, on avait eu M. Barrot, je crois que c'est en février ou en mars, puisqu'il y avait une délégation écologiste qui était allée en Cisjordanie. En rentrant, on lui avait dit, je me rappelle Raymond Poncet, sénatrice qui dans le bureau au Quai d'Orsay lui dit, mais moi j'ai honte d'être française, j'ai envie de vous rendre mon passeport parce que l'Espagne ils le font, et vous qu'est-ce que vous faites? J'ai honte d'être française. Et il me regardait, M. Barrot, en disant, bah dis donc, votre sénatrice. Je dis, mais elle a raison. Enfin, à un moment c'est insoutenable. Et donc il dit, oui, mais on attend de le faire en juin parce que comme ça il y aura plus d'États avec nous. On a déjà la Slovaquie. On disait, oui, mais c'est une opération de com pour le faire à plusieurs, ou c'est une réponse urgente au génocide en cours? À un moment, on avait du mal à se repérer. Et puis en juin, bah, c'était plus possible. On repart en septembre. Et je disais, ils vont finir par reconnaître un cimetière. C'est ça qui va se passer. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer. Au moins, ils le font. C'est fait, c'est cranté. C'est très symbolique. Parce que Netanyahou n'en veut pas, ça ne va pas comme ça résoudre les problèmes. Mais ces symboles-là, dans un moment aussi tragique que celui que vivent les Palestiniens, bah, si on n'a que ça, on va le prendre quand même. Mais vous savez, ça fait tellement de choses qu'ils auraient pu faire qu'ils n'ont pas fait. Je me rappelle au début du génocide, où j'avais demandé dans les fameuses réunions de Saint-Denis, où tout le monde était autour de la table, donc c'était celle de novembre, la deuxième, j'avais dit à M. Macron, pourquoi vous n'envoyez pas pourquoi la France ne demande pas à des enquêteurs de la CIJ de pouvoir aller à Gaza? Pourquoi vous ne demandez pas à tout le monde d'autoriser leur entrée? C'était pas très courageux de demander ça. C'est pas beaucoup. Ça permet une chose, d'éviter l'impunité. C'est-à-dire que les soldats qui sont là, ou les geôliers des otages sur place, puisque tout ça se passe à Gaza, savent que la vérité pourra se faire parce qu'il y a des enquêteurs sur place. Et bien même ça, la France n'a pas été capable de le demander bruyamment. Donc on commençait vraiment à se désespérer. Je pense que non, tout n'a pas été fait pour éviter ce génocide. Vous avez peut-être lu le message écrit sur X par Emmanuel Macron hier soir qui dit « Je sais l'inquiétude des Français juifs, on ne peut pas ignorer la crainte et le risque d'actes antisémites. » Mais le risque d'actes antisémites, c'est pas un risque d'ailleurs, c'est une réalité. Et ça arrive tous les jours. Mais certains disent c'est accentué peut-être par cette décision, par ces drapeaux qui pourraient être au fronton des mairies. Bah, ça ne devrait pas être le cas, parce que je ne vois pas le rapport entre le fait d'être juif et de reconnaître ou pas l'État palestinien. Que tout ça soit très sensible, très douloureux, c'est un fait, et je l'entends. Vous voyez, la mairie de Grenoble, puisque les maires écolos ont beaucoup discuté entre eux pour savoir comment ils faisaient, et chacun discute avec son conseil municipal, les décisions se prennent, on en parle entre nous, mais chacun décide pour sa ville. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, a décidé, lui, de hisser le drapeau de la Palestine le 23, en disant comme ça ne coïncide pas avec le Nouvel An juif. S'il a eu des remarques dans sa ville et qu'on a demandé à prendre ça en compte, alors je l'entends et je fais comme ça. Vous voyez, chacun s'adapte, mais on ne peut pas dire on ne va pas mettre le drapeau palestinien au fronton des mairies parce que ça peut heurter tel ou tel. Ce qui heurte aujourd'hui, c'est le génocide qui est en cours là-bas. Et sur les actes antisémites, on les a toujours condamnés, on continuera à les condamner, que des personnes de confession juive en France et dû retirer la mezouza de leur porte en craignant pour leur sécurité, celle de leur famille, c'est inacceptable, et c'est la même chose pour toutes les confessions d'ailleurs de ce pays. Je le dis et je le redirai autant qu'il faut. Alors, le drapeau palestinien, la reconnaissance de la Palestine
Palestine, toute la gauche se retrouve unie. On a l'impression qu'effectivement, voilà, c'est le seul ciment qui vous reste ? Non. Absolument pas. La justice sociale, la justice environnementale. Quand même. Ça veut dire que... j'ai dit enfin, sur la Palestine... il y a du courage partout parce qu'il y a eu un moment, vous voyez, il y a des partis qui ont tardé à prononcer le mot génocide. Moi, ça m'embêtait un peu quand on disait, d'ailleurs Macron le disait aussi, certains disaient mais ça appartient aux historiens. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on voit le génocide sous nos yeux. L'ONU le reconnaît, la CIJ alerte, et nous on dit nous on attend les livres d'histoire. Il y a un truc qui m'allait pas. Et donc je me dis, si tout le monde maintenant dit la même chose là-dessus, c'est au moins ça de prix, mais je vais vous dire, ça change pas la situation sur place. Moi c'est ça qui m'inquiète à la fin, c'est ce qui se passe là-bas. Vous saluez les positions défendues par la France insoumise et qui ont choqué beaucoup de Français ces derniers mois. Ils ont eu raison finalement ou pas ? Ah non, je l'aurais absolument pas fait de la manière dont ils l'ont fait. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de la manière dont ils l'ont fait. Et je pense que ça n'a pas forcément toujours aidé la cause palestinienne, si vous voyez ce que je veux dire. Vous parliez de l'alliance de cette gauche au début de l'émission. Pareil, vous me disiez, non, cette alliance, elle n'est pas morte, mais pourquoi ? Pour quel moment ? Parce qu'on n'a pas le choix. Oui, mais on n'a pas le choix pour 2027, pour les municipales. Pour 2025, pour 2026, pour 2027 et pour toutes les années qui suivent. Tous ensemble, c'est-à-dire je mets côte à côte écologistes, socialistes, communistes, et je laisse quand même Jean-Luc Mélenchon sur le côté ? Ça c'est vous qui voulez le laisser sur le côté, vous faites ce que vous voulez. Moi ce que je vous dis c'est pas un... Ce que vous mesurez là, c'est pas mon amitié pour les uns et les autres. Est-ce que j'ai envie de partir en vacances avec eux ou de créer un parti unique ? Nous sommes différents. Mais ma veste verte vous indique que j'ai des idées écologistes et que je trouve que la biodiversité est quelque chose d'essentiel, y compris à la survie et à la richesse des écosystèmes. Donc, ce qui est souhaitable, c'est pas qu'on dise tous pareil. On parle à des électorats différents, avec des histoires différentes, des valeurs qui sont proches normalement et des méthodes qui devraient l'être. Donc voilà. Est-ce que la vie est rose ? Est-ce que la vie est belle ? Est-ce que tout va bien ? Non. Mais je rappelle quand même que c'était pas le cas non plus en 2022 et non plus en 2024. Et pourquoi nous avons fait une union ? Parce que il y a une bascule fasciste en cours au niveau mondial qui s'est accélérée depuis avec l'élection de Trump aux États-Unis et que finalement on a l'impression d'être dans un jeu de dominos, vous savez, où les dominos tombent les uns après les autres, entraînant les uns dans la chute des autres. Et l'un des prochains dominos qui peut tomber, c'est la France. C'est aussi simple que ça. Et donc quand en 2024 on se dit Jordan Bardella peut arriver à Matignon et tout ce qu'on a en notre pouvoir, on doit le faire pour empêcher ça. Dans un réflexe, dans un instinct, on fait une union qui s'appelle le Nouveau Front Populaire et les électeurs nous suivent massivement comme jamais ils ne l'avaient fait, y compris en termes de participation. Et donc moi, si quelqu'un ici autour de la table ou dans nos partenaires a un seul argument pour me dire que ce risque est moins élevé aujourd'hui, je l'attends. Mais aujourd'hui, j'en ai aucun. Et donc, je ne vois pas pourquoi on ferait autrement, même si c'est dur, mais c'est justement parce que c'est dur qu'on doit y mettre encore plus d'énergie. Et c'est la position des écologistes intangible, inflexible et avec mon plus beau sourire. En mars prochain, les municipales. En 2020, c'est-à-dire la précédente édition, vous aviez obtenu des victoires dans des très grandes villes françaises. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir conserver les Strasbourg, Lyon, etc., Bordeaux ? Et est-ce que vous avez des objectifs de prise de ville ? Alors déjà, moi je suis toujours très émue quand je repense à 2020. Vous savez que je vis dans une ville dirigée par le Rassemblement National, que la vie y est dure, y compris en tant qu'élu d'opposition, si vous voyez ce que je veux dire, et que ce jour de 2020, où on voit, alors personne n'y croyait, je vais vous dire, même les sondages la veille, personne n'y croyait. Sauf nous. Et quand je vois à 20h les résultats s'afficher, je me rappelle que même il y avait une erreur, Lille avait été annoncé écologiste et que Stéphane Bally recevait des textos de victoire alors qu'il disait... attendons un petit peu. Et moi, j'arrêtais pas de pleurer en me disant mais il y a des personnes qui vivent dans ces villes dont la vie va changer. Parce que l'écologie, ça améliore le quotidien et ça rend possible les lendemains. C'est beau, c'est des kilomètres de pistes cyclables, c'est des repas bio locaux accessibles dans les cantines, c'est du droit aux vacances pour tous, c'est des arbres, de la nature, des îlots de fraîcheur. Et quand il y a une canicule, on voit la différence. C'est des logements isolés. Tout n'est pas parfait. En 6 ans, on peut pas tout faire. Mais ce qui s'est passé est beau. J'en suis extrêmement fière et j'en remercie toutes celles et ceux qui, sur le fauteuil de maire, dans les adjoints, dans les équipes municipales, dans les services, dans les militants, toutes celles et ceux qui ont contribué et nos partenaires. Parce que je n'oublie pas qu'aucune de ces villes n'est devenue écologiste juste avec des écologistes. C'est toujours un travail partenarial et on y tient beaucoup. C'est pas toujours les mêmes partenaires selon les villes, mais on est très ouvert au travail partenarial et on sait le faire mieux que les autres. Je le revendique. Nos majorités, elles fonctionnent bien dans la gouvernance, dans l'écoute, dans l'attention à l'autre et ça c'est très important. Vous avez chiffré ?
On a chiffré quoi? Un nombre de villes que vous aimeriez... Alors, sur les objectifs, donc, premier objectif, que les villes de gauche... On accueille Bastien Auger qui va vous poser ces questions au tac au tac. Avec impatience, mais que les villes de gauche restent de gauche, que les villes écologistes restent écologistes, évidemment, mais on doit être beaucoup plus ambitieux que ça, et on doit aller sur des territoires de conquête. Et voyez-vous, hier, j'étais à La Rochelle à une marche sur les pesticides, et j'ai passé le train retour à créer mes petites boucles j'ai créé des boucles de comité de soutien national à chacune de nos têtes de liste dans les villes voilà, en disant, toi, par exemple, Loïc Méneri, tu es candidat à Mulhouse, eh bien moi j'y crois à fond, voici ta boucle de soutien du national avec à la fois des membres de la direction en charge des partenaires, etc., et des salariés qui doivent pouvoir être à l'écoute s'il y a besoin d'une riposte, d'aide, etc., de questions. Et donc j'ai fait ça pour Mulhouse, pour Lorient, pour Metz, j'espère que ce sera le cas à Nancy, à Nice aussi, où Ciotti se présente contre Estrosi, c'est fantastique pour la gauche, enfin de l'espoir. Mais vous avez une fourchette, un petit Pau, il y en a beaucoup, parce que là je vous cite des villes que vous connaissez, mais il y a aussi des très petites villes où c'est en marche aussi. Et je pense qu'on a grande chose à faire ensemble. Et je le dis, là je vous parle des villes où c'est des chefs de file écologistes qui peuvent gagner. Et il y a d'autres villes qui peuvent basculer avec des chefs de file autres qu'écologistes. Et je serai là aussi. Et mon parti sera là aussi en appui. C'est un travail d'équipe. On suivra bien sûr ces municipales. Et ça va changer la vie des gens. Je vous le dis, c'est des gens qui habitent dans une ville de droite, qui auraient pu basculer et à qui on va devoir dire, tu vas continuer à avoir des politiques de droite parce qu'un tel voulait pas être dans la même pièce qu'un tel. Je souhaite bon courage aux gens qui ont empêché l'union pour leur expliquer. Vous êtes déjà en campagne. Nous, on est au rendez-vous. De 2026, on suivra ça sur LCI. Bonjour Bastien. Bonjour Julien. Réponse. C'est vous qui posez des questions horribles à la fin de l'émission. Ouais, question du tac au tac. Je suis prête. Et Marie de Tondelier, réponse. Le meilleur pour la fin. Possible. Allez-y Bastien. Ça dépendra des questions, déjà rien. Bonjour. Vous savez que dans quelques jours, l'Assemblée nationale va devoir renouveler les postes clés, vice-président, questeur, secrétaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec la présidente de l'Assemblée nationale pour dire que tous les groupes doivent être représentés, y compris le Rassemblement national? Non. Non? Je vous les explique très simplement. Les députés du Rassemblement national sont élus démocratiquement et donc ils doivent avoir droit à ce à quoi ils ont droit. Mais faire des accords avec eux pour leur donner plus de postes que ceux auxquels ils auraient droit ou des postes auxquels ils n'auraient pas eu accès et auxquels on leur sert en fait. Non, là c'est juste se dire en proportion de ce qu'ils représentent à l'Assemblée nationale et dans le pays. Madame Bonne-Privé fait bien plus que ça. Madame Bonne-Privé a fait élire des présidents de commission RN, des présidents de groupes d'amitié, y compris sur des pays sensibles. Rassemblement national. Là c'est pas la question. La question c'est un accord pour que ce soit proportionnel et que tous les groupes y aient le droit. Si il y a cet accord avec la gauche... une tactique politique qui permet au RN d'accéder à des postes auxquels ils n'auraient pas eu accès donc vous dites aucun poste pour le RN. Isolement au sein de l'Assemblée nationale. Madame Braun-Privé les désisole, il leur permet de faire marchepied pour les emmener à des postes. Donc vous dites aucun poste malgré leur quoi? Y compris qui mettent pour moi en danger la sécurité nationale, parce qu'un président d'un groupe d'amitié RN, c'est pas anodin sur certains pays. Et c'est le Rassemblement, la République en marche, l'abstention qui le leur permet, et ça je ne l'oublie pas. Éric Piolle, le maire de Grenoble, est très en colère contre vous. Il a été suspendu très récemment de son poste de porte-parole à cause d'une enquête judiciaire en cours sur des soupçons de versements indus. Il faut bien noter qu'il n'est même pas mis en examen, Éric Piolle. Et malgré cela, donc, vous l'avez suspendu temporairement. Est-ce que c'est le rôle d'un parti politique d'aller plus fort, plus vite que la justice? Alors, premièrement, il est en colère contre moi, c'est son droit, mais il devrait être en colère contre le bureau politique qui a saisi le Conseil de discipline et éventuellement contre le Conseil de discipline qui, de manière autonome, indépendante, a entendu M. Piolle et a pris cette sanction. Vous étiez d'accord? Il décide d'être en colère juste contre moi. C'est mon rôle de chef de parti de faire paratonnerre parfois, ainsi soit-il. Ensuite, sur le fait qu'il ne soit pas encore ou pas tout court mis en examen, c'est un fait, vous avez raison. Nous respectons sa présomption d'innocence, nous respectons sa volonté quand on lui pose la question de qu'est-ce que c'est que cette affaire, est-ce que tu peux nous en dire plus, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu as des éléments pour ta défense, et il nous dit je garde le silence, c'est son droit aussi. Mais vous comprenez bien que s'il est porte-parole d'un parti, c'est exactement pour ça qu'à l'époque, d'ailleurs, je lui avais dit que ce n'était pas l'idée du siècle de vouloir être porte-parole de notre parti, parce que je lui avais dit, si tu es mis en examen, on va me demander ce que j'en sais. Moi, ce que j'en sais, c'est ce qu'il y a dans la presse, rien de plus, rien de moins. Et donc c'est à vous de faire l'enquête en parallèle de on va me dire, mais Madame Tondelier, c'est votre porte-parole, vous lui avez quand même bien posé la question. Je vais dire oui. Qu'est-ce qui vous a répondu ? À moi, qu'à tout le bureau politique ainsi qu'au Conseil de discipline, rien. Avouez que c'est quand même un problème. Donc nous, je précise juste qu'il est suspendu à titre conservatoire, c'est-à-dire que s'il a quelconque élément tout d'un coup à nous donner ou qu'il y a des suites judiciaires dans un sens ou dans l'autre, nous réexaminerons ce cas et nous ne... Voilà, c'est vraiment à titre conservatoire et je pense que vous comprendrez bien que dans la situation de chef de parti dans laquelle je suis, dans laquelle le bureau politique est, on n'avait pas vraiment de choix en réalité.
Vous avez manifesté hier à La Rochelle contre les pesticides. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement et très concrètement ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez à ce qu'on sorte tout de suite des quelques 300 pesticides qui sont autorisés en France? Alors juste vous dire d'où ça vient, c'est que moi je suis née sur un territoire où le jour de ma naissance, j'avais déjà 5 ans d'espérance de vie de moins que si j'habitais à Paris. Je suis née dans le bassin minier du Pas-de-Calais, territoire très pollué. Et donc la santé environnementale, c'est un combat de ma vie. On sait que c'est votre combat, mais là vous demandez quoi concrètement? Et donc dans ma vie de secrétaire nationale, je rencontre plein de familles qui vivent le cancer d'un enfant, qui habitent près de vignes, de champs, qui se mobilisent, qui font face à des murs administratifs froids et qui voilà, c'est hyper dur. Et donc, on a décidé de les accompagner. Et cette manifestation, hier, ce qui est fort, c'est qu'on se rend compte qu'alors que chacun pense qu'il est seul, on se rend compte que cette histoire, elle est assez universelle dans le pays. Il va falloir conclure. Donc, on veut juste savoir ce que vous demandez, s'il vous plaît. On demande une convention citoyenne sur la bifurcation de l'agriculture. Et parce qu'on pense que si on prend 150 citoyens tirés au sort dans ce pays, n'importe lesquels, ils prendront des décisions bien plus intelligentes que la loi du plomb. Parfait. Merci beaucoup, Bastien. Merci, Marie Tondelier. On avait des réponses courtes. Elles ont été. Mais vous avez vu la tête des questions. Merci. Juste avant. Et le SNU, je suis contre, si vous me demandez. Demain, ne manquez pas ce rendez-vous sur LCI. Bruno Retailleau, invité exceptionnel. Ah bah là, je vais pas rater à 20h30. Ça, je peux vous dire. Justement, petite question, les consignes de Bruno Retailleau pour les préfets concernant justement les drapeaux. Il dit aux préfets, allez voir les maires, faites-les retirer. Après, le tribunal administratif s'en charge. Vous lui dites quoi au ministre? Je rappelle au ministre que vous devriez, je vous le rappelle à vous aussi, il n'est pas ministre, il est ministre démissionnaire. Il est censé expédier les affaires courantes. Et je ne pense pas que harceler des maires qui mettent très légitimement, et j'insiste sur le très légitimement, un drapeau de la Palestine sur leur façade. Je rappelle que le drapeau de la Palestine sur les façades des mairies ne tue personne, alors que l'armée israélienne le fait tous les jours. Et donc ce n'est pas pour moi de ces attributions de ministre démissionnaire, ce ne sont pas des affaires courantes. Et d'ailleurs, le tribunal de Versailles a jugé sur les drapeaux ukrainiens que si le gouvernement allait dans ce sens-là et que c'était un pays reconnu par la France et que voilà, c'était un consensus dans la ville et qu'il y avait d'autres villes qui le faisaient d'ailleurs, ça ne devrait pas être interdit. Et donc je pense que les drapeaux palestiniens doivent être mis sur les frontons des villes qui le souhaitent et que M. Retailleau, va falloir qu'il comprenne quelles sont ses attributions et sur quoi il ne peut pas aller. Un ministre démissionnaire ne devrait pas faire ça. Vous l'écouterez demain soir, sa réponse ici sur LCI. Merci beaucoup Marie Tondelier d'avoir été l'invitée dans Toute franchise.